Génial. Merci beaucoup, Marie-Marthe. En fait, ça fait vraiment très plaisir là, de pouvoir être ici aujourd'hui. Je vais me lancer dans mon partage d'écran tout de suite. Hum, Ça ici. Donc là, on est censé bien voir mon écran ici. C'est tout beau. Mais en fait, c'est ça, là, je suis très contente de pouvoir être ici, de pouvoir vous parler en fait là, des résultats en lien avec mon projet de mémoire qui s'est fait à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui portait un peu plus là, sur justement le quotidien des femmes atteintes de fibromyalgie dans ma région au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comme Marie-Marthe le disait, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'appliquer aux femmes un peu partout au Québec aussi. Je reviendrai un petit peu plus en détail justement sur le contexte régional. Mais vraiment contente également là, d'avoir l'opportunité, en fait, de vous présenter la parole des femmes là, que j'ai pu rencontrer dans le cadre de ce projet-là. Donc, au niveau du plan de la présentation, assez rapidement, là, je vais regarder avec vous au niveau là, d'une petite problématique et de certaines définitions. Donc, la fibromyalgie, qu'est-ce que c'est? Et justement, le contexte régional, pourquoi c'est important d'en parler et qui fait en sorte que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est particulier. Je vais regarder rapidement avec vous également le niveau de la méthodologie et du cadre d'analyse et les principaux résultats, bien que le projet il portait là, sur le quotidien des femmes. Donc, c'est quand même assez large comme projet. Aujourd'hui, je vais vraiment plus me concentrer au niveau du diagnostic. Donc, comment, en fait, les femmes que j'ai rencontrées, pour elles, ça a été un processus vraiment complexe pour obtenir ce diagnostic-là. Et pourtant, c'est un diagnostic qui est nécessaire, oui, pour que le vécu, pour que les difficultés puissent faire du sens pour elles, mais aussi c'est nécessaire pour obtenir du soutien et pour stabiliser leurs conditions de vie. Et je vais revenir là, à la fin là, pour une courte discussion. Donc, au niveau de la problématique, mais la fibromyalgie, qu'est-ce que c'est? C'est un syndrome en fait qui est caractérisé par les symptômes suivants. Donc, on va parler de douleurs chroniques, qu'elles soient diffuses ou localisées, des troubles de sommeil, de la fatigue importante, des atteintes cognitives. Souvent, le plus souvent, ça va être au niveau de la mémoire ou de la concentration qu'il va y avoir des enjeux. On peut parler aussi de raideur musculaire et d'articulaire. Et on pourrait aussi mettre un etc. à la fin de ce point-là. En fait, c'est un syndrome qui regroupe énormément de symptômes. Mais ceux qu'on voit le plus souvent, là, c'est ces 5 symptômes-là. Ils peuvent être vraiment variables d'une personne à l'autre. Ils peuvent aussi être expérimentés de façon très changeante d'une journée à une autre, ce qui fait en sorte que c'est un syndrome qui est quand même assez imprévisible, ce qui rend le quotidien difficile en fait parce qu'on ne sait jamais d'une journée à l'autre à quel point la douleur ou la fatigue vont être intenses. Si cette journée-là, peut-être que la douleur ne sera pas présente du tout. Donc, ça peut vraiment être changeant d'une journée à l'autre. Et en fait, ces symptômes-là aussi sont difficilement explicables étant donné qu'il n'y a pas de marqueurs biologiques. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de piqûre ou quoi que ce soit qu'on peut faire qui fait en sorte qu'on voit, qu'on peut attester que la fibromyalgie. Euh, donc, ce qui fait en sorte que c'est vraiment un syndrome là, qui peut être invisible. Il n'y a aucune origine largement approuvée là, par la communauté médicale ou scientifique. Parfois, elle va être comprise vraiment comme un dérèglement au niveau du système nerveux. Parfois, même, elle peut être vue comme au niveau psychiatrique ou même simulée par la personne, là. Ça va être vraiment un syndrome qui peut être controversé, en fait, pardon, ce qui va faire en sorte que certains professionnels ne la reconnaîtront pas nécessairement. En fait, la fibromyalgie, ça touche environ là, 1,5 % de la population canadienne. Et ce qui est particulier aussi, c'est qu'elle atteindrait près de 6 à 9 fois plus les femmes. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant là, de pouvoir y apposer une lecture féministe. Puis elle serait plus prévalente aussi au sein des communautés qui sont défavorisées sur le plan socio-économique. Et qu'est-ce qu'on sait par rapport au diagnostic? C'est que les personnes qui en sont atteintes doivent attendre en moyenne 2,3 années entre la première consultation avec un médecin puis la pose de ce diagnostic-là. Et ça, en fait, ça découle directement du fait que c'est un diagnostic différentiel, fait qu'il faut éliminer plusieurs pistes d'hypothèses pour finalement pouvoir arriver là, à la conclusion que c'est la fibromyalgie.
Et ça se passe dans un contexte là, où les femmes qui en sont atteintes ne sont pas toujours crues par les professionnels qu'elles vont rencontrer, étant donné justement que c'est invisible et qu'il n'y a pas de marqueurs biologiques qui peuvent attester de la maladie. Mais aussi, on sait que la douleur des femmes, elle est souvent banalisée en lien avec les stéréotypes sexistes de la féminité qui va positionner les femmes comme étant plus émotives, comme évaluant leur douleur de façon plus grave ou plus exagérée que les hommes. Puis aussi, étant donné que c'est invisible, ça peut faire en sorte que c'est les comportements ou les habitudes de vie de la personne qui vont être mis en cause quand ces femmes-là vont tenter d'aller consulter justement pour recevoir un diagnostic. Le contexte régional, bien, pourquoi c'est important d'en parler? C'est que la douleur chronique et la fibromyalgie, c'est à la fois un phénomène qui est individuel, mais c'est aussi collectif, parce que c'est influencé par les inégalités sociales auxquelles la personne va faire face. Puis qu'est-ce qui est essentiel à considérer au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ben, c'est que c'est une région qui est étendue sur un grand territoire. C'est le troisième en importance au Québec, qui a seulement une population de 275 000 habitants. Ce qui fait en sorte que c'est à peu près le quart de la population qui est considérée comme habitant dans une zone éloignée d'un centre urbain. Ça fait en sorte aussi qu'il y a une petite densité de population, que les services parfois peuvent être éloignés de la population. Et le revenu moyen par habitant de la région, là, il est encore aujourd'hui inférieur à la moyenne québécoise. Puis c'est particulièrement vrai chez les femmes là, qui gagnent en moyenne 56,2 du salaire des hommes. Donc, les inégalités sociales sont très présentes là, au sein de la région. Donc, au niveau de la méthodologie et du cadre d'analyse, ben, moi, en fait, au sein de mon mémoire, je suis partie de la question, comment les femmes atteintes de fibromyalgie, qui sont âgées de 18 à 75 ans dans la région, elles perçoivent les différentes conditions nécessaires à l'actualisation de leurs activités quotidiennes. Puis plus spécifiquement, comme je vous disais, là, la présentation aujourd'hui va porter sur le processus pour obtenir le diagnostic de fibromyalgie et l'influence de ce diagnostic-là sur le quotidien des femmes qui en sont atteintes. Au sein des entrevues, en fait, il y a 4 grandes thématiques qui ont été couvertes. Donc, avec mes participantes, en fait, je regardais vraiment c'est quoi l'influence de la fibromyalgie sur leur quotidien, donc comment c'est arrivé dans leur vie, c'est quoi son influence sur le travail, sur leurs liens sociaux, sur leur couple, si elles sont mères, comment ça a eu un impact sur leur famille. Donc, tu sais, les questions étaient quand même assez larges et elles pouvaient aller un peu partout avec cette question-là. J'ai regardé avec elles aussi c'est quoi les démarches de recherche d'aide qu'elles ont faites, c'est quoi le soutien qu'elles ont obtenu de la part de leurs proches, des professionnels, puis particulièrement dans la région, c'est quoi les services auxquels elles ont eu accès. Et j'ai regardé, mais c'est quoi les stratégies qu'elles ont mobilisées pour gérer les symptômes, pour se maintenir actives là, dans leurs différentes sphères de vie, et c'est quoi les conséquences parfois de ces stratégies-là que ça peut avoir. Puis par la suite, il y a vraiment tout un espace pour les entendre, en fait, sur leurs aspirations et leurs recommandations, sur qu'est-ce qu'elles voudraient voir apparaître là, dans la région pour les soutenir. Au niveau de la méthode de collecte, c'était 12 entrevues individuelles semi-dirigées d'une durée d'environ 1h30 là, qui a été faite avec les femmes. Le recrutement s'est fait via les réseaux sociaux et on a quand même été très chanceux là-dessus. Là. L'échantillon a été complet en moins de 48 heures. Donc, tu sais, je pense que ça, c'est très parlant aussi du besoin d'avoir un espace pour parler, d'avoir un espace pour être cru aussi euh, par rapport à leur vécu. Puis il y a une lunette d'analyse là, féministe qui a permis de rendre compte de leur expérience. Tu sais, c'est le projet, les résultats, en fait, portent vraiment des inégalités sociales auxquelles elles ont fait face, de l'influence du discours médical, du discours social de la fibromyalgie, sur l'accès aussi à des mécanismes de soutien euh, pour vraiment permettre là, de faire leur activité quotidienne. Et si je vous présente aussi là, les participantes, celles que j'ai rencontrées, en fait, elles étaient âgées entre 22 et 62 ans. Il y en a 7 sur les 12 là, qui étaient mères. J'ai rencontré également une femme autochtone. Pour le délai pour obtenir le diagnostic, il y en a 5 en fait qui ont eu le diagnostic en moins d'1 an, 3 que ça l'a pris entre 1 et 3 ans, et 4 femmes que j'ai rencontrées que ça a pris plus de 5 ans à obtenir entre la première rencontre avec un professionnel et la pose du diagnostic.
Au niveau des conditions de vie, leurs sources de revenus, en fait, quand je les ai rencontrés, il y en a 6 qui avaient toujours un revenu d'emploi, une qui recevait une pension de retraite, une qui recevait des prêts et bourses pour ses études, une qui était prestataire de l'aide sociale, deux qui bénéficiaient d'une assurance invalidité et une qui n'avait pas de revenus lorsque je l'ai rencontrée. Et ces 3 femmes, en fait, que lors de notre rencontre, elles vivaient une importante précarité financière, puis deux qu'à un moment ou un autre de leur parcours, elles ont vécu des périodes d'itinérance. Donc, au niveau des résultats, comme je vous disais, là, c'est un processus, pour obtenir un diagnostic, ça peut être un processus qui est assez complexe, qui est assez long aussi par moment. Mais en fait, là, le premier pas vers le médecin, pour la moitié des participantes, il y a eu un délai vraiment important entre le moment où elles ont remarqué qu'il y avait des symptômes et le moment où elles ont décidé d'aller consulter à ce propos-là. Pour la plupart du temps, elles ont soit douté de la validité de leurs symptômes ou de leurs ressentis. Elles ont peut-être eu tendance à ignorer la présence des douleurs. Elles ont normalisé ces douleurs-là ici. On le voit avec Mélissa, justement dans l'extrait, qu'elle le met sur le dos, justement, bon, ben, je dois être sur le bord d'être menstruée, je suis fatiguée, je suis stressée ces temps-ci. Donc, elle venait vraiment banaliser un peu ces symptômes-là en les mettant sur le dos de quelque chose d'autre. Et on peut le voir aussi avec Mathilde, en fait, qui balait un peu ses inquiétudes de la main en se disant, bon, ben, j'aurais probablement jamais parlé de ça avec mon médecin. Pour moi, ça devait être normal qu'un être humain ait mal en se levant puis ait mal en se couchant. Donc, pour elle, c'était son vécu, c'était normal. Donc, elle n'a jamais pensé nécessairement à aller vers son médecin. Puis les motivations à aller consulter, en fait, il y a 2 grandes motivations qui sont sorties. Comme on peut le voir chez Estelle, là, une des premières motivations, c'est la réaction de l'entourage. Donc, justement, elle compte la fois où elle discutait avec une copine de ses douleurs, puis qu'elle a réalisé, mon Dieu, c'est pas universel comme expérience. Ma copine n'a pas ces douleurs-là. Mon Dieu, il y a quelque chose, j'ai mal partout, il y a quelque chose qui ne va pas. Et une autre motivation qui était là aussi, on peut le voir chez Ariane, ben, c'est quand la douleur ou les symptômes sont tellement importants que ils ont de la difficulté à fonctionner au quotidien, surtout au niveau du travail. Donc, Ariane qui nomme, là, j'étais plus capable des douleurs, j'étais plus capable de rien faire, c'était insupportable. Mais c'est ça qui l'a motivée justement à aller consulter. Puis, c'est un processus qui est variable. Pour certaines, là, c'est un diagnostic qui a été posé très rapidement. Euh, Comme justement, là, Sarah le nomme, ben, j'avais tous les symptômes, on a sorti la liste, j'avais tous les symptômes, fait qu'éventuellement, le diagnostic est arrivé rapidement. Et Mélissa, d'un autre côté, là, qui nomme justement qu'il n'y a pas eu de tests spécifiques, il n'y a pas eu nécessairement, parfois il y a des tests au niveau de points de pression à des endroits spécifiques, elle n'a pas eu ça nécessairement avec son médecin. Justement, ben, ça a été, il n'y a rien dans les prises de sang, il n'y a rien dans ta radiographie, donc c'est ça que tu as. Et on va le voir un peu plus tard, mais Lisa aussi qui a beaucoup le sentiment que son vécu a été beaucoup balayé un peu en dessous du tapis par son médecin. Donc, c'est un diagnostic, en fait, qui est arrivé assez rapidement pour 5 participantes. Pour les 7 autres participantes, c'est vraiment quelque chose qui a pris du temps. Elle nomme vraiment, ça a pris du temps, puis en plus de ça, comme Rachel peut le nommer, les difficultés, elles sont là pareil. Même si elles n'ont pas de réponse, même si elles n'ont pas accès à du soutien, elles n'ont pas accès à un diagnostic, ben, elle le nomme, fait que ça a pris 5 ans. C'est long, tu sais, tu souffres le martyr pendant ce temps-là. Donc, même si elles n'ont pas accès là, à ce diagnostic-là. Puis, elles ont toutes réalisé, là, à un moment ou à un autre, que les symptômes étaient anormaux quand elles sont allées voir le médecin. Mais le processus a quand même été difficile là, pour ces 7 femmes-là, notamment étant donné que c'est un diagnostic différentiel, là, qu'elles ont dû vraiment éliminer beaucoup, beaucoup d'hypothèses. Ça a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, plusieurs rendez-vous, parfois à l'extérieur de leur municipalité ou même à l'extérieur de la région pour avoir des réponses précises, là. Comme Maryse qui le nomme justement, euh, elle a été déclarée invalide après beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests et que justement, elle devait se rendre à la capitale nationale pour avoir ces tests-là, qui est quand même à plus de 2 heures de route de chez elle. Et Béatrice aussi, juste à droite, là, qui le nomme, là, que
elle a dû se débattre tout le temps. Ça a pris à peu près 3 ans, justement, et que ça a été un véritable combat là, de pouvoir obtenir ce diagnostic-là. Et en fait, étant donné que c'est justement qu'il y a des difficultés associées à ça, ils vont mettre des stratégies en place là, pour essayer d'obtenir ce diagnostic-là. Les femmes de l'échantillon, elles ont dû négocier, s'obstiner par moment. Comme Estelle le nomme, ben, le médecin qui rappelait que c'est lui le médecin, mais oui, mais c'est moi qui ai le corps, c'est moi qui ai ces douleurs-là. Et elle devait souvent mettre son pied à terre de cette façon-là envers son médecin. Puis comme Béatrice dans l'autre extrait, moi, ça me fascine. Toutes les femmes que j'ai rencontrées étaient vraiment des expertes de la fibromyalgie. Elles avaient lu tellement d'informations, des blogs, des articles. Elles étaient allées chercher l'information auprès d'organismes communautaires. Puis elles étaient devenues pratiquement des expertes de cette maladie-là. Et Béatrice, qui le nomme, qu'elle a dû faire imprimer des pages et des pages d'informations pour arriver avec son médecin et dire, regarde, tout ce que je te nomme depuis des années, c'est exactement ce qui est écrit sur ce papier-là. Donc, puis elle a continué à négocier comme ça là, pour obtenir son diagnostic, pour essayer de le convaincre, en fait. Puis d'autres stratégies, il y en a certaines qui ont abordé d'autres stratégies, justement, pour être crues par le médecin, puis éviter que les difficultés soient banalisées ou qu'elles se voient responsabilisées, justement, là, pour ces symptômes-là. C'est Lisa, en haut, elle nous parle justement de tout le poids de l'obligation d'être une bonne malade, d'être une bonne pauvre, d'être la bonne madame fine, parce que si tu veux l'être, si tu veux être cru, il faut être smart dans la vie. Elle a abordé cet extrait-là, c'est vraiment quand elle a abordé tout son parcours pour obtenir son diagnostic, pardon. Mais c'est vrai aussi à tout moment pour tout genre de soutien là, qu'elle a dû aller chercher. Puis Caroline, là, en bas, dans les deux extraits, elle nous parle aussi de toute l'obligation de devoir cacher sa colère, étant donné que la colère, particulièrement la colère des femmes, elle est pathologisée. Cet extrait-là est vraiment en lien avec son expérience de diagnostic. Elle a rencontré plusieurs médecins, parfois même des psychiatres. Puis elle indiquait que même si sa colère était légitime, à force d'être banalisée, à force de ne pas être écoutée, à force de ne pas être crue, ben, il fallait qu'elle apaise parce que sinon, elle avait le risque qu'elle ne soit pas écoutée par ce professionnel-là. Donc, elle a vraiment tenté, justement, elle le nomme, là, le stéréotype de la femme qui doit être douce, soumise, servir les autres. Elle était très consciente là, qu'elle devait tenter de correspondre à ces stéréotypes-là si elle voulait obtenir son diagnostic. Puis dans l'autre extrait, on nomme aussi là, comment Caroline, en fait, c'était la femme autochtone que j'ai rencontrée, puis elle le nommait si j'arrive chez le médecin en coton ouaté avec mes boucles d'oreilles autochtones, on va me dire tout de suite, je vais tout de suite avoir l'étiquette que je suis une fille à problème, on ne m'écoutera pas. Donc, elle a fait le test, justement, elle essayait tout le temps d'arriver bien habillée, de faire attention aussi à la façon dont elle s'exprimait pour justement là, essayer de jouer un peu comme ça dans la tête des médecins, comme elle disait. Puis, comme on vient de voir, le diagnostic, c'est vraiment un processus qui peut être difficile à obtenir et pourtant, ça a vraiment des conséquences, des impacts importants là, sur leur parcours de vie, justement, sur le sens que peut prendre le syndrome pour elles. Pour une majorité des participantes, là, pour 9 d'entre elles, si je ne me trompe pas, le diagnostic de fibromyalgie fait vraiment du sens pour elles. Il a permis, une fois qu'il est arrivé, il a permis de les rassurer que les difficultés n'étaient pas imaginées. Comme on peut voir dans l'extrait en bas avec Rachel, le jour où elle m'a dit ça, ça a fait ouf, je suis pas folle, c'est pas dans ma tête, c'est pas imaginé, il y a quelque chose pour vrai qui se passe. Ça permet aussi de diminuer tout le doute là, à propos de leur ressenti, puis même de les déresponsabiliser. Là. On peut voir avec Mathilde, qui le nomme, là, c'est vrai que j'ai mal, c'est pas juste que je suis paresseuse, c'est pas juste que j'aime ça être sur mon divan. Il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est pas à cause de moi que j'ai ces douleurs-là. Puis l'autre extrait, là, avec Estelle, une fois qu'elle a reçu le diagnostic, elle s'est vraiment mise à lire davantage, puis elle se reconnaissait beaucoup euh, dans les symptômes, justement. Fait que ça permet aussi d'aller chercher un sens, puis de se reconnaître dans quelque chose quand ça fait des années qu'elles ont ces symptômes-là sans jamais avoir de réponse.
Béatrice, ici, elle nous parle aussi plus particulièrement comment le diagnostic, c'est devenu une source de motivation. Elle voulait vraiment donner tort au diagnostic au regard des autres, particulièrement de son médecin qui a passé des années à lui dire, il lui disait que c'était des états d'âme, que c'était dans sa tête, tout ça. Fait que pour elle, une fois que c'est arrivé, elle a vraiment voulu prouver que la fibromyalgie n'allait pas l'invalider, pardon. Le médecin voulait tellement que je sois maganée puis éclopée, fait que j'ai décidé de lui montrer que c'était possible. Fait que pour elle, c'est vraiment devenu là, une source de motivation. Puis pour d'autres participantes, pour deux autres participantes, elles ont mentionné, pas nécessairement, elles mentionnaient en fait qu'elles n'acceptaient pas ce diagnostic-là, que pour elles, elles ne cadrait pas. Elles cadraient pas en fait là, avec leur vision de qu'est-ce qu'était la fibromyalgie. Maryse en haut, c'était beaucoup motivée par le fait qu'elle voulait tellement pas cette maladie-là qu'elle l'acceptait pas. Elle disait, je peux pas croire que j'ai ce diagnostic-là. C'est clair qu'à force d'essayer des choses, éventuellement, ça va disparaître. Et pour Mélissa en bas, elle, c'était beaucoup en lien avec le fait qu'elle ne cadrait pas avec les stéréotypes non plus. Pour elle, bon, ben, il n'y a aucune caractéristique positive associée aux gens qui font de la fibromyalgie. Fait que je me dis que c'est peut-être pas ça parce que moi, je suis capable de fonctionner. Donc, étant donné qu'elle était capable d'avoir un emploi puis qu'elle ne correspondait pas justement à tous ces stéréotypes-là de paresse ou quoi que ce soit associé à la douleur, pour elle, c'était pas ça qu'elle avait comme diagnostic. Puis ça peut créer aussi un sentiment d'impuissance. Comme je vous disais tout à l'heure, Mélissa, elle, en plus, c'est un diagnostic qui est arrivé rapidement, qu'elle avait le sentiment justement que son médecin a un peu balayé son vécu de la main pour lui poser ce diagnostic-là. Donc, ça a vraiment créé justement un sentiment d'impuissance, une résignation aussi, de dire que le médecin a tellement fait ça de manière désinvolte qu'elle était persuadée en fait que le médecin n'est pas allé assez loin dans, dans les tests ou dans les soins en fait pour trouver autre chose que la fibromyalgie. Fait que, tu sais, en somme, là, ça vient vraiment créer, tu sais, oui, c'est porteur de sens, ce diagnostic-là, mais ça vient vraiment créer une certaine ambivalence. Tu sais, elles ont à la fois un sentiment de soulagement d'enfin savoir qu'est-ce qui se passe, d'enfin connaître la source des symptômes, puis parfois d'avoir un soutien supplémentaire aussi en lien avec ce diagnostic-là. Mais également, elles sont confrontées au fait de recevoir un diagnostic d'un syndrome qui est chronique et pour lequel il n'y a pas de traitement qui est connu. Donc, on peut le voir dans les deux extraits un peu, qu'on se battait contre une maladie imaginaire, on ne savait pas vraiment ce qu'on avait, mais c'est pas reconnu. Le gouvernement ne donne pas d'aide pour ça. Puis d'un autre côté, oui, il y a ce côté-là on sait enfin ce qu'on a, mais c'est un cauchemar parce qu'il n'y a plus personne qui s'occupe de toi, il n'y a plus d'aide une fois qu'on a ce diagnostic-là, parce qu'il n'y a pas de traitement nécessairement qui existe. Puis enfin, comme je disais, là, le diagnostic a aussi une influence importante là, sur les conditions de vie et le soutien des femmes qui reçoivent le diagnostic, pardon. Donc vraiment, là, il y en a plusieurs qui ont mentionné comment c'est devenu moins difficile pour elles de recevoir du soutien de la part des proches. Comme Rachel le nomme, là, les proches comprennent un peu plus qu'est-ce qui se passe. C'est même moins difficile là, de recevoir du soutien de la part du milieu de travail ou des professionnels. C'est plus facile d'aller chercher des soins quand on sait qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi l'atteinte qu'on a. Et ce diagnostic-là, au final, contribue vraiment à leur crédibilité auprès des autres quand ils vont parler des difficultés. Comme Lisa le nomme, ben, socialement, c'est un peu moins dur de se faire croire. Le diagnostic, c'est aussi un élément qui est essentiel pour recevoir, par exemple, des programmes de soutien spécifiques, pour les assurances invalidité, tout ça. Il y a la nécessité d'avoir un diagnostic. Donc ça peut débloquer ça aussi, là, ce diagnostic-là. Et son effet sur les conditions de vie, ben, les participantes ont aussi montré comment l'arrivée du diagnostic, c'est un élément nécessaire pour stabiliser leurs conditions de vie, particulièrement chez les 6 participantes qui n'avaient pas d'emploi lorsqu'on les a rencontrées. Ça permet l'accès à du soutien, que ce soit au niveau des prêts et bourses. Lisa le nomme que
une fois qu'elle a eu le diagnostic, les prêts et bourses, ça a vraiment été plus bénéfique pour elle, même si elle nomme un peu le double penchant de si j'avais eu mon diagnostic tout de suite au début, aux premiers symptômes, ça serait des milliers de dollars de différence dans ma vie. Donc, on voit que le délai, il y a quand même des impacts là, sur leurs conditions de vie. Puis ça permet aussi, là, par exemple, Maryse, juste à côté, qui, elle, a pu justement avoir accès à des assurances invalidité, mais seulement une fois que le diagnostic a été posé, même si ça faisait des années qu'elle vivait avec ces symptômes-là. Donc, si on peut se lancer là, rapidement dans la discussion. Mais en fait, les résultats de ce projet-là peuvent nous montrer là, comment justement la banalisation de la douleur des femmes les positionne dans la précarité. Tu sais, dans un contexte où la parole des médecins, via la pose d'un diagnostic, là, est davantage prise en considération que la parole, que la voix des femmes quand on parle de leur expérience. Ça, c'est particulièrement vrai là, sur les mécanismes de soutien de l'État, sur toutes les adaptations aussi du milieu du travail, sur le soutien des proches aussi. T'sais, on remarque qu'il faut vraiment, c'est quand il y a l'étiquette d'un diagnostic qui arrive, que là, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à ce soutien-là. Donc, elle doit vraiment apprendre à naviguer au sein du système de santé pour être crue par les professionnels, puis pouvoir avoir accès là, à ce diagnostic. Puis ça a une influence complexe. Là, on voit vraiment comment ben, les difficultés engendrées par la fibromyalgie, pardon, vont avoir un impact important sur leurs conditions de vie. Donc oui, autant par les symptômes, mais aussi par le manque d'adaptation qui peut rendre l'accès à l'emploi difficile, mais aussi le manque d'accès aux mécanismes de soutien financier, étant donné que ce diagnostic-là n'est pas nécessairement reconnu par l'État. Et ça, en fait, ces difficultés-là au niveau des conditions de vie, ça va engendrer du stress supplémentaire. Et ce stress-là peut influencer, peut augmenter les symptômes déjà présents de la fibromyalgie aussi. Donc, on voit vraiment comment euh, ça peut vraiment s'inter-influencer ensemble. Donc, c'est vraiment cette réalité-là là, de vivre avec un syndrome qui est invalidant et controversé, mais ça les positionne constamment là, au sein de classes sociales qui sont défavorisées. Ça va constamment les ramener dans la pauvreté. Donc, ça ressemble à ça de mon côté. Donc, merci beaucoup.